Bon, ben, on va être en ligne très bientôt. On va admettre le monde. Tous. Voilà. Et bonjour tout le monde. On va attendre encore une petite minute, le temps que tout le monde se joigne à nous, puis on va partir là, la diffusion live sur la page Facebook. OK, on va commencer. Alors, bienvenue tout le monde au jeudi de la photographie. C'est l'épisode du jeudi 4 février 2021. Je pense qu'on est rendu à l'épisode 23 ou 24. Là. Ça fait quand même pas mal d'épisodes qu'on a fait à date. Fait que les jeudis de la photographie, c'est tous les premiers jeudis de chaque mois. Vous pouvez suivre l'épisode live sur Zoom avec le lien Zoom là, qu'on donne sur la page du groupe des Jeudis de la photographie, mais on est aussi en direct sur la page Facebook des Jeudis de la photographie et cet épisode est enregistré aussi et sera mis plus tard sur la page YouTube, le canal YouTube des Jeudis de la photographie. Fait que vous allez pouvoir voir cet épisode-là en différé. Comme vous avez pu constater quand vous vous joignez là, sur le groupe Zoom, tous les micros sont mutés. Je vais vous demander de garder vos micros mutés pendant l'entrevue de ce soir, pendant l'épisode de ce soir. Puis si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser des questions, mais dans le chat, s'il vous plaît. On va vous demander d'écrire la question sur le chat et notre ami Gaétan Cormier va faire le ménage là, dans les questions, puis il va pouvoir poser les questions au fur et à mesure que l'épisode va avancer. Il va aussi avoir un petit sondage pendant l'épisode. Je vais vous demander de participer joyeusement à notre petit sondage. On va donner les résultats à la fin. Bonsoir, messieurs Gaétan Cormier et monsieur Daniel Miller. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, ça va bien, ça va très, très bien. Monsieur Daniel, ça va bien? Oui, ça va bien, François. Merci beaucoup. Ouais, qu'est-ce que vous faites de bon dernièrement de vos journées ou de. Ah ben de mon côté, moi qui n'aime pas l'hiver et le froid, c'est sûr que photographiquement parlant, je suis assez tranquille. J'ai fait un petit peu de photos au Jardin botanique l'autre fois, là, environ 2 semaines, mais sinon, très, très tranquille et j'ai bien hâte que le printemps arrive. Oui, on a hâte là, un petit peu que. Parce que moi aussi, je suis un peu comme toi, là, puis je pense que Daniel est pareil. On aime ça faire de la photo. On aime bien faire la photo l'hiver, mais nous, on aime ça photographier avec des 4x5 puis des. On travaille plus léger, je pense, l'hiver. Ouais. Hein? Moins envie que ce soit dehors, on s'installe, le gros trépied, la grosse caméra, on fait OK, une petite pause. Donc, moi, j'ai fait quelques photographies, mais j'admets que la caméra n'était pas très grosse, mais j'avais du plaisir à le faire. Okay. De toute façon, l'utilisation d'une petite caméra dans ma vie, ça a toujours été la majeure. Ouais. Ce soir, on a un invité spécial. On a Michel Lessard que je vois, mais je vais juste demander à M. Lessard, parce que je vois que votre micro est muté, fait que je vais demander à votre charmante compagne de venir à votre aide pour démuter ou activer votre micro, parce que votre micro est fermé. Fait que je ne sais pas si vous m'entendez. Puis là, on va commencer avec Daniel. Daniel, tu vas nous parler de quoi, mon cher ami? Bien, au départ, le mois dernier, pour les gens qui étaient là, je vous avais glissé un mot sur le livre Solstice de Bertrand Carrière, en vous disant que je prendrais le temps de le regarder en profondeur et que je vous reviendrai ce mois-ci. Et puis, ben non, ça n'arrivera pas. Je ne ferai pas ça. Et pas parce que le livre n'a pas d'intérêt, bien au contraire, mais parce que Bertrand Carrière va être notre invité le mois prochain, donc le 4 mars. Et je me réserve ce moment-là pour qu'on puisse en parler effectivement, puis regarder ce livre-là. Et je prends une autre direction un peu, ou enfin, j'élargis un peu
l'orientation, parce que je vous ai parlé beaucoup de livres photographiques dans les mois précédents, voire dans la dernière année. Et j'ai fait le choix de regarder un peu du côté de ce qu'on a comme magazine, de ce qui se fait au Québec comme magazine. Parce que le livre... Puis, j'apprends en même temps que, bon, malheureusement, dans le cas de Photo Solutions, on apprend à la fin de Photo Solutions là, qui vont sortir leur dernier magazine en mars bientôt. Alors, à la fin de Photo Solutions, là, Monsieur Lauzon, bienvenue. J'aimerais vous demander d'avoir votre micro désactivé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Bon, excusez-moi. Non, mais désactive ton micro, s'il te plaît. Ouais, merci. Donc, alors, pour ce qui est du Photo Solutions, bien, effectivement, ça va être la fin. C'est difficile pour les magazines papier, on le sait très bien actuellement. Mais j'attire votre attention quand même sur le dernier numéro de Photo Solutions qui date de janvier. Un petit article qui s'appelle « L'homme qui répare des caméras », René Genet. Et je le fais de façon très intéressée, j'ai envie de vous dire, parce que René Genet, c'est un réparateur à Québec. C'est l'unique réparateur pour du matériel Hasselblad qui est certifié là, par Hasselblad comme tel ici au Québec et qui répare mon matériel photo depuis plus de 30 ans. Oui, je le sais, ça ne me rajeunit pas. Je suis d'accord avec vous autres. Alors, l'article est bien intéressant, puis si jamais vous avez l'occasion de discuter avec René un jour, il est tellement plein d'anecdotes, tellement de choses à raconter. C'est les plus intéressants. Alors, petit article dans Photo Solutions qui est intéressant à voir et bien triste la fin du magazine. En second, je me suis retourné vers Ciel Variable un peu. Donc, pour voir un peu, bon, qu'est-ce que Ciel Variable s'en vient nous proposer présentement. On regarde le dernier Ciel Variable et puis on trouve dans ça une belle trilogie de textes des œuvres de Benoît Aquin, William Kentridge et Mary Kavanagh sous un thème qui est la marche du monde et je pense que ça, c'est les plus actuels. Alors, on vient toucher un peu le territoire, on vient parler un peu d'environnement, mais du rapport entre l'environnement, les gens qui y vivent, entre notre société aujourd'hui, de la façon qu'elle évolue, et tout ça d'une façon extrême, très, très art actuel. Les propos sont intéressants, les textes sont intéressants, ça vaut la peine. Mon coup de cœur du Ciel Variable va à Robert Walker, avec son travail sur Griffintown, vraiment quelque chose d'exceptionnel parce qu'on aurait pu s'attendre de Griffintown une photographie qui était davantage centrée sur, avec certains aspects nostalgiques compte tenu de tous les changements que ce quartier montréalais-là a vécu. Et ce n'est pas ça qu'on a. On se retrouve avec des images d'une grande beauté. Bon, pour ceux qui connaissent Robert Walker, ce n'est pas étonnant, mais avec quelque chose de très, très, très moderne comme image. Alors, c'est vraiment à voir. Et je suis allé faire un petit tour du côté du net et je suis tombé sur un petit reportage des plus intéressants, un reportage photographique de Normand Blouin, accompagné des textes de Hugo Meunier, sur la réalité des sans domicile fixe présentement en contexte de couvre-feu. Donc, Normand qui a pris le temps avec Hugo de faire le tour un peu de la réalité de ces gens-là dans ce contexte-là, les interviewer, de faire des photographies. Il y a des images vraiment exceptionnelles qui ont été faites. C'est un super beau reportage. Si je peux me permettre, Daniel, je viens de mettre le lien dans le chat, là, fait que les gens peuvent voir le lien. Puis le lien sera mis plus tard sur la page Facebook. Là, Oui, vous trouvez ça sur Urbania. Donc, c'est un peu ma tournée photographique présentement. Excellent. Merci beaucoup. Monsieur Gaétan Cormier. Oui, monsieur. Comment allez-vous? On parle portfolio ce soir? Oui. Ben, explique-nous un peu, c'est quoi le portfolio? Parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Ben oui. Ben écoutez, dans les derniers épisodes des Jeudis de la photographie, pour ceux qui étaient là, on avait fait appel à vous, les auditeurs, de nous présenter des images de votre cru.
Donc, on donnait le lien sur notre page Facebook des Jeudis de la photographie afin que vous puissiez nous faire parvenir des images de votre portfolio avec une petite description de ce qu'il y en est, et ainsi de suite. À date, on a reçu 3 ou 4 portfolios. Et ce soir, on commence avec le portfolio de Nathalie Garceau. Donc, Nathalie, elle nous a fourni 10 photos, si je ne me trompe pas, ainsi qu'un texte de présentation que je vais vous lire pour vous mettre un peu dans le contexte des photographies. Donc, ça va comme suit. Photographier, c'est pour moi enregistrer la vie qui passe, la mienne et celle des autres. J'aime photographier ce que je considère essentiel et fondamental, sans autre influence. Je crois que l'action photographique va bien au-delà du déclenchement de l'obturateur. Je tente de suggérer une réflexion, un regard aux multiples émotions sur notre condition humaine, collectivement et comme individu. La série que vous voyez présentement, c'est une série réalisée dans la maison de mon oncle Donald Côté. En 2019, Donald est décédé à l'âge de 89 ans. Lorsque je suis entré dans sa résidence, j'ai constaté que rien n'avait réellement changé au fil des ans et que tout me ramenait vers mes souvenirs d'enfance. C'était donc dans ce contexte que j'ai décidé de faire ces images afin que soient préservées ces scènes qui nous ramènent vers un passé pas si lointain, dans lequel l'omniprésence du joug religieux gérait la vie des gens dans les quartiers populaires comme celui de Tétroville, qui fut le lieu de vie et de mort de Donald. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant ce petit projet-là de portfolio, de pouvoir voir le travail photographique de ceux qui nous écoutent ici au Jeudi de la photographie. Donc, si vous trouvez le projet intéressant, que vous avez envie de partager vos images sans nécessairement avoir à vous faire interviewer là, via vidéo, là, parce que je sais qu'il y a des gens, des fois, que ça peut les gêner, mais la présentation de portfolio comme ça peut être une option intéressante de faire connaître votre travail. Donc, si ça vous intéresse, bien, je vous invite à aller sur la page Facebook des Jeudis de la photographie. Et dans les messages les plus récents, vous trouverez les indications de comment faire pour nous faire parvenir vos images de vos projets photographiques. Absolument. Puis ces merveilleuses photos de Nathalie, là, on va les mettre là, sur la page des Jeudis de la photographie parce que là, ils ont quand même défilé assez vite. Fait que si vous voulez les voir, vous allez pouvoir les voir là, en ligne, à votre rythme. Exactement. Ouais, on va vous mettre aussi les coordonnées des photographes qui présentent des portfolios comme ça. Alors, si jamais vous voulez communiquer avec eux ou pour X, Y, Z raison, mais ça va être possible. Ouais. Daniel, on va passer à l'entrevue avec Michel Lessard. J'aimerais ça que tu nous le présentes, mais juste avant, j'aimerais juste rappeler aux gens, s'il vous plaît, votre micro est muté, de le garder muté. Et il faudrait que je trouve le nom éteint. Éteignez votre micro, pas muté. Muté, c'est pas bon. Gardez le micro éteint. Ouais, gardez le micro éteint. Silencieux. Et, si vous avez des messages, écrivez-les dans le chat et Gaétan va se faire un plaisir là, de faire un ménage là-dedans, de poser les questions à notre prochain invité. Daniel, tu veux nous présenter notre fabuleux invité de ce soir? Oui, c'est intimidant de le faire, Michel Lessard, pour de multiples raisons. Michel est détenteur d'un doctorat en histoire de la photographie. Il a mis en place tout le programme de maîtrise de l'Université du Québec à Montréal en photographie et histoire de l'art. C'est un grand amoureux de la photographie depuis très, très longtemps. Je vais trahir ton âge un peu, Michel, et le mien par le fait même, parce que la première fois que j'ai vu Michel, c'était dans le cadre d'une entrevue et je n'avais pas encore 18 ans. Pas d'une entrevue, mais d'une conférence. Alors, ça vous donne une idée que Michel est impliqué dans tout ça depuis de très, très, très nombreuses années. Alors, et il a accepté d'être notre invité. Pour moi, Michel, c'est un érudit. Là,
exceptionnel, avec une connaissance incroyable. Puis je ne veux pas prendre trop de place pendant que je parle, même si tout le monde sait que je parle toujours beaucoup trop, compte tenu de la pertinence et de l'intérêt de son propos ce soir. Alors, Michel, je te remercie d'être présent. On a regardé quelques éléments. J'aurais voulu faire le tour des livres sur lesquels tu as travaillé, pour lesquels tu as contribué. Ça aurait été très long. J'ai choisi seulement de nommer deux choses. Un livre sur les Livernois à Québec, parce que c'est une famille de photographes qui n'est pas toujours aussi connue pour les gens de la région montréalaise, puis c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour ma part, j'ai toujours pensé aux Livernois versus la famille Notman à Montréal, puis ce sont des gens qui ont mis des choses de l'avant, mais aussi beaucoup Montréal au 20e siècle. Ce livre-ci, toujours disponible aux Éditions de l'Homme, qui est un travail d'exception qui a été réalisé sous la direction de Michel et pour lesquels ont collaboré Serge Allaire, Martin Brault, Lise Gagnon et Jean Lauzon, qu'on a déjà eu ici comme invité. Puis je pense qu'on avait quelques photographies à l'intérieur de ce livre-là, parce que ce travail-là est exceptionnel, parce qu'il nous amène des images de gens, de photographes auxquels on ne pense pas, qu'on ne connaît pas toujours beaucoup aujourd'hui. Le temps a passé. Je pense à Conrad Poirier, photographe né en 1912, décédé en 1968, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, alors qu'il a photographié une période incroyable, qui a photographié la libération en 1945 avec tout ce que ça représentait pour les gens dans les rues de Montréal, parce qu'on a pris partie à cette guerre-là. On retrouve des images de Michel Gravel, décédé il n'y a pas très longtemps, qui est un grand photographe de presse. C'est un livre d'exception, tant qu'à moi. Alors là, merci Michel d'être présent. Ça me fait plaisir. Michel, on pourrait faire le tour de ton parcours. On en aurait pour des heures et des heures. On s'est parlé un peu au téléphone. L'histoire est en arrière, mais l'histoire, on l'a fait aussi, que tu me disais. Et puis, on s'est parlé un peu de la possibilité un jour qui existe ici, au Québec, ici à Montréal, un centre international de la photographie. Et qui nous permettrait de rassembler toute l'information photographique qu'on a pu accumuler au cours des 150 et plus dernières années. Bien, un centre international de la photo, ça peut être un lieu de collectionnement, finalement, dans à peu près tous les genres de la photographie par rapport à notre histoire de la photographie, qui est très riche. Dès 1839, quand on dépouille les journaux, l'année de l'invention de la photo, 1839. Alors, quand la France acquiert le brevet de la part de Daguerre et des inventeurs de la photographie, et qu'on le rend accessible au grand public gracieusement, alors les journaux font leur une de l'invention de la photo au Québec, en anglais et en français, là, les journaux francophones et anglophones. Comme quand l'homme a mis les pieds sur la Lune en 69, finalement, ou pendant quelques semaines, même toute l'année, on a suivi un peu les grandes prouesses d'Armstrong et puis de ses collègues sur la Lune. Alors, en 1839, c'est la photo. Et chaque nouvel élément, quand quelqu'un croque, par exemple, un voilier en marche, ou etc., tous les petits progrès que l'on fait, ils sont signalés dans la presse du Québec à la une, finalement. Et on a accueilli en 1839 les premiers photographes. Et finalement, on a filé et on a été d'une grande inventivité, une grande créativité, tant au niveau technique qu'au niveau commercial, au niveau esthétique aussi, sur le plan de la photographie, pendant presque les 175 ans d'existence du médium, finalement, les 200 ans du médium, pardon, maintenant. Alors donc, moi, je rêve depuis longtemps qu'on produise d'abord une bonne synthèse de la photo, de l'histoire de la photo au Québec. Alors, si vous saviez cette richesse, si vous la connaissiez, si vous étiez capable de préhender finalement dans quels axes on a travaillé, en quoi on a été novateur à plusieurs égards,
je pense que ça vous stimulerait grandement. En 1939, lors du centenaire de la photo aux États-Unis, à Rochester et à New York, il y a un historien de la photographie qui s'appelait Beaumont Newhall, qui a finalement produit un beau livre sur le centenaire de la photo, de son invention à l'échelle internationale. Et finalement, ça a donné lieu à une grande rétrospective à l'époque, et ça a donné l'élan, en 1939, à la découverte du médium photographique, à la fois sur le plan documentaire, parce que la photo, c'est un calepin de notes, mais aussi sur le plan esthétique, au niveau du renouvellement, en quelque sorte, de la présentation, de l'esthétique, en quelque sorte, sur le plan pictural. Alors, Beaumont Newhall, c'est un succès, c'est encore un livre qui est en vente, c'est un classique. Je vous invite à vous le procurer, finalement. Et je rêve de la même chose au Québec. Je rêve d'un beau livre avec une grande exposition rétrospective au Musée des Beaux-Arts du Québec, par exemple, ou encore au musée, enfin, à Montréal, ça pourrait être au Musée des Beaux-Arts de Montréal ou au Musée d'art contemporain de la photographie. Je rêve aussi d'un centre international à Montréal, depuis longtemps. Il y a finalement le musée McCord qui touche à la photographie, le musée d'art contemporain également. Le musée des Beaux-Arts de Montréal a aussi ses expositions. Et probablement qu'il y a d'autres lieux, finalement, qui sont très actifs par rapport à la photo. Mais on n'a pas vraiment un lieu, une sorte d'International Center comme on en retrouve à New York, ou comme l'est le musée d'Orsay à Paris, où on en retrouve un peu partout dans le monde. Nous n'avons pas ce lieu-là au Québec. Et Dieu sait si le Québec et Montréal ont été très productifs. Je regarde les 50, 75 dernières années de la pratique, les 50 dernières années de la pratique à Montréal, finalement, là, que j'ai vécu, et je regarde tous ces photographes qu'on a présentés dans l'ouvrage Montréal au 20e siècle, regard de photographes. C'est extraordinaire, avec des groupes qui se sont formés à l'époque, le groupe, le GAP, l'ADAP, etc. Il y a un très grand nombre ont fini au Centre de la photographie contemporaine à Ottawa, finalement. Puis il y a des noms qui pratiquent encore, comme Michel Campeau, Normand Rajotte, Jean Lauzon. Alors, finalement, on a été d'une grande fertilité et nous n'avons pas de lieu pour, finalement, nous rencontrer et présenter la photographie. Mais il faut que, pour que ce lieu-là existe, il faut qu'on ait eu une sensibilité à la photographie par des recherches, des publications. Et Dieu sait si Robert Hébert, avec les éditions Cayenne, ne fait pas un très beau travail sur cette question-là, avec souvent, presque toujours, une très grande qualité de la reproduction. Ça va ensemble, ça. À la fois la recherche historique et la présentation, et après ça, l'exposition, et bien sûr, l'édition. Il faut combiner tous ces éléments-là pour sortir des ouvrages. Le petit ouvrage que vous avez entre les mains, Montréal au 20e siècle, c'est un ouvrage qui a été tiré à 5000 exemplaires. C'est un ouvrage qui se vendait probablement autour de 95 $ ou 85, je m'en souviens plus, peut-être 100 $. C'est extraordinaire qu'il n'y en a plus. Appelez aux éditions de l'Homme, il en reste peut-être 30 copies ou quelque chose comme ça. Puis vous les avez à moitié prix présentement. C'est un maudit beau cadeau à vous faire, finalement. Mais ça va ensemble, ça. La recherche, la présentation, l'exposition et l'édition. Et moi, comme j'étais à l'UQAM et que j'étais branché aux éditions de l'Homme depuis les années 71 dans des ouvrages sur l'ethno-histoire québécoise, ben, j'ai eu beaucoup de facilité à les intéresser à faire des beaux livres. Au début, ça a été raté. On était les premiers aux éditions de l'Homme à faire des ouvrages en numérique, en édition numérique, en utilisant le numérique. Ils m'ont poché quelques ouvrages, finalement, à ma plus grande tristesse, parce que j'avais essayé de trouver les originaux. Puis comme eux autres étaient émerveillés de la technologie pour faire des livres à beaucoup moins coûteux, alors ils sont allés dans le moins coûteux, et ça a donné des ouvrages qui sont un peu blêmes sur le plan de la reproduction. Mais ils ont fait leur classe, on a monté une équipe, et on a produit cet ouvrage qui n'est pas en duotone, qui n'est qu'une seule passe, finalement, Montréal au 20e siècle, le genre de photographe, et qui est très réussi. Et on a maintenant les capacités. Le dernier livre que j'ai fait en photo, ça s'appelle Québec éternel. C'est un bel ouvrage, finalement, sur la ville de Québec.
sur la photographie de la ville de Québec, finalement. Et vous regarderez la qualité de cet ouvrage. Il en reste encore quelques centaines de copies. C'est un ouvrage qui s'est vendu à 10 000 exemplaires, un ouvrage à 125 $. C'est pour vous montrer l'intérêt de la photographie dans tous les champs, finalement. En astronomie, en reportage, en saisie des pays du Québec, en voyage, en nature, en environnement, etc. La photographie, c'est ouvert à tout, à toutes sortes de projets, suivant les passions de chacun, finalement. Michel, quand je t'écoute parler comme ça, et puis j'ose pas trop t'interrompre parce que c'est tellement intéressant, mais on peut considérer que les Québécois sont amoureux de la photographie. Il y a beaucoup de photographes. Il y a beaucoup de gens qui font de la photographie et de la belle photographie au Québec. Ben, il y a beaucoup de photographes professionnels ou semi-professionnels ou des photographes d'essai, des gens qui ont un Kodak, on prend un appareil photo, puis qui font du travail photographique extraordinaire. Moi, je navigue sur Internet, pas sur Internet, mais sur Facebook. Et ce Facebook, là, c'est un médium je suis abonné à toutes sortes de sites en architecture, sur les granges, sur la Gaspésie, etc. Et les gens mettent des images à tomber en bas de sa chaise. C'est un médium de diffusion de l'image. Puis souvent, il y a deux personnes, là. Il y a un gars qui s'appelle Claudel Huot. À chaque jour, il nous fournit 10-15 images sur la nature. Il y a une autre fille qui s'appelle Annette, il y a une fille qui s'appelle Annette Viel. Lui, elle regarde la microscopie de la nature. À chaque jour, elle met plusieurs images sur Facebook, finalement. En tout cas, elle est sur mon site et quand je navigue, finalement, je la retrouve à tous les jours. Alors, je retrouve là des images, des sensibilités, des capacités techniques. Il y a des gens qui donnent dans l'abstraction, qui font des affaires extraordinaires. Ou il y a des gens qui font du réel, mais qui le traitent en abstraction lyrique ou en abstraction géométrique, même par moment. Alors donc, Facebook, c'est un haut lieu pour diffuser ces images présentement. Et je peux vous dire, pour conclure dans cet axe-là, Kodak a fait des études il y a plusieurs années, enfin peut-être 7-8 ans, puis ils ont découvert que les plus grands amateurs de photographie au Canada, et de très loin, ce sont les Québécois. Au niveau des appareils photo, on suit la technologie, et surtout au niveau de la prise de vue. On aime les photos, les albums de photos, on aime s'échanger, s'envoyer des photos, on aime monter des albums, etc. Donc, le monde est prêt à recevoir ça. Jean Lauzon a fait son musée à Drummondville, le musée populaire de la photographie. Et puis, finalement, on est en plein milieu du Québec. Puis pendant 7, 8, 10 ans, son musée a très bien fonctionné avec des expositions qui étaient courues, finalement, par les gens à Drummondville. C'est dommage que, finalement, Jean ait quitté cette institution-là, mais c'était déjà un très bel élan. Et c'était aussi un lieu où on pouvait, entre Québec et Montréal, s'arrêter un moment donné pour souffler pendant 1h30 et puis visiter des expositions de photos. Je l'ai fait, je l'ai suivi tout le temps, puisque Jean a été mon étudiant à l'UQAM, finalement. Voilà. Tout ça fait qu'on se retrouve aujourd'hui à se dire, s'il y a eu cet engouement-là, si dans une ville comme Drummondville, il y a eu autant d'intérêt pour ce qui a pu se vivre là pendant toutes ces années-là, je sais, Michel, que tu es à Québec. Bon, nous, on est à Montréal présentement. Moi, je suis originaire de Québec, alors je comprends bien toutes ces réalités-là. Et effectivement, j'ai vu des tas de gens faire de la photographie, s'intéresser à la photographie et faire des choses vraiment exceptionnelles avec le temps. C'est quand même particulier de voir qu'ici, au Québec, on n'est pas encore, j'ose dire encore, on n'est pas encore un lieu consacré à la photographie, comme le ICP à New York ou comme le musée d'Orsay, comme tu nous le disais à Paris. Il y a quelque chose qui se perd. Quand je regardais ce livre-là, Montréal au 20e siècle, puis je regardais la quantité d'images, de photographies qui sont exceptionnelles, elles sont super bonnes. Puis on voit, bon, on veut voir qui est le photographe, c'est inscrit photographe inconnu. L'image se perd un peu ou l'auteur perd son image un peu au travers de ça, peut-être parce que par moment, on a peut-être, est-ce que c'est possible qu'on n'ait pas pris suffisamment au sérieux l'importance de notre geste photographique? Oui. Mais il faut dire aussi qu'on est encore en découverte tout le temps.
À Québec, par exemple, le Musée des Beaux-Arts du Québec est un grand collectionneur de photographies anciennes avec Mario Bellan, le conservateur, qui a pris sa retraite, mais il a donné une impulsion extraordinaire, finalement, à la photographie. Puis même pour la photographie contemporaine, il y a plusieurs photographes actuels de Montréal qui ont des images qui ont été achetées par le Musée des Beaux-Arts du Québec, notre grande institution nationale. Puis à Québec, il y a aussi le Centre Vue, qui est un centre d'essai, d'expérimentation en photographie contemporaine. Il y a Patrick Altman, qui a été photographe au Musée du Québec, qui est aussi un photographe essayiste, mais il y en a un très grand nombre qui sont aussi exposés au Centre Vue. Mais moi, mon centre international, je le vois à Montréal, bien sûr, à cause de la population, de la diversité des individus, mais aussi des grands élans de la pratique photographique. Et je le vois dans un édifice en particulier, je le vois dans l'édifice de la Patrie, entre l'UQAM et le coin de la rue Saint-Laurent, donc pas très loin du centre du grand lieu des spectacles de Montréal, à côté du Théâtre du Nouveau Monde. Vous savez que la Patrie a été fondée par Honoré Beaugrand, qui a été maire de Montréal, qui a fondé plusieurs journaux aux États-Unis, et c'est un journal qui a duré plus de 100 ans, et c'est un journal auquel j'étais abonné de façon hebdomadaire dans mon adolescence, finalement, et c'était un journal photographique. Et Honoré Beaugrand, c'était un aventurier qui a fait le tour du monde, comme je le disais, qui a fondé des journaux aux États-Unis, qui est revenu à Montréal, qui a écrit finalement le premier livre de contes en 1900 qui s'appelle La Chasse-Galerie. C'était aussi un auteur. C'était un homme très éclectique. Et quand j'étais jeune, La Patrie, c'était un journal éclectique. Mais j'étais séduit par les images. J'avais des spécilèges, des scrapbooks. Je découpais des images dans La Patrie. Puis je les collectionnais. Je faisais ça aussi pour la revue Life, puis la revue Look, puis Paris Match aussi à l'époque. Je les achetais pas, mais lorsqu'il y avait des cueillettes de papier, j'essayais de passer avant ceux qui cueillaient le papier, puis je ramassais les revues photographiques parce que j'avais pas les sous pour le faire. Puis je les coupais là-dedans et je montais mes spécilèges d'images à l'âge de 11, 12, 13, 14 ans. Et c'est comme ça que j'ai, entre autres, bien connu la Patrie, mais je l'ai connue, elle, parce que j'allais acheter, et mon père était abonné, mais j'allais aussi acheter les copies les fins de semaine quand j'ai quitté la maison, finalement, chez moi. Alors donc, c'est un édifice historique, c'est un édifice de presse, c'est un édifice où j'aimerais bien voir Pierre-Carl Péladeau embarquer dans cette aventure avec le gouvernement du Québec pour en faire un centre d'exposition international de la photographie à Montréal. On ne pourrait pas avoir meilleur édifice et meilleure location, finalement, pour réaliser un tel projet. Alors, s'il y en a qui veulent le porter, le projet, je suis prêt à les aider à ouvrir des portes et finalement à leur permettre de foncer. Je suis certain qu'on est prêt à un accueil sur ce plan-là, à Montréal en particulier. Et c'est un bel édifice, effectivement. C'est un très bel édifice. En fait, il est signé dans cette aventure avec le beau sigle de la Patrie, finalement. Et ça fait longtemps que cet édifice-là est disponible ou à tout le moins qu'il n'est pas utilisé. Il s'en va en ruine, là, finalement. Alors, si on n'intervient pas, je pense que les murs de périmètre et le carré sont encore bons, mais je n'ai pas visité l'intérieur. Mais finalement, je pense que mais comme il est à refaire, ou probablement au niveau de l'intérieur, ça nous permet bien sûr d'y aller rondement pour faire des salles de présentation, puis développer aussi une zone de conservation. Mais la zone de conservation peut être ailleurs. Tous les services ne peuvent pas être nécessairement présentés dans le lieu d'exposition. Mais en tout cas, pour moi, c'est un édifice fétiche à Montréal par rapport à l'histoire d'Honoré Beaugrand, puis par rapport à l'histoire de la presse. Et je verrais très bien, comme je l'ai dit, Québécois embarqués dans une aventure comme celle-là, comme ils sont dans le cinéma, finalement, avec le système éléphant, en restaurant plein de films auxquels on a accès, finalement, et puis aussi au niveau de la musique. M. Péladeau père était très grand fan de musique, alors il a donné beaucoup de sous pour développer la salle de musique, une salle de musique à Montréal. Mais la photographie, je suis certain que ça ne serait pas inintéressant pour finalement le fils qui continue finalement l'œuvre de son père.
Alors, les grelots sont accrochés. C'est extraordinaire. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ben moi, je me dis, c'est un grand projet que tu caresses encore ou que tu caresses depuis longtemps et que tu souhaites voir se réaliser? Mais moi, comme je le disais tantôt, je suis un octogénaire. Alors, je n'ai plus l'énergie, puis je n'ai plus la mobilité pour m'embarquer dans des projets comme ceux-là. J'ai 2, 3 livres en chantier, je peux rester chez moi, mes archives personnelles sont chez moi, donc je peux travailler chez moi, puis je peux aider à ouvrir des portes, parce que je suis connu, et finalement, bon, je suis connu et je suis bien accueilli en règle générale un peu partout. Donc, si quelqu'un ou si des gens voulaient se mettre ensemble puis éventuellement pousser cette machine-là, je sais qu'il y a plein de projets pour un centre de la photographie à Montréal qui courent. Il y a des gens qui en parlent, qui ont déjà fait des plans, ont choisi certaines orientations. Mais il faudrait que ce monde-là se mette ensemble plutôt que de travailler isolément de tous leurs côtés, puis qu'on cible finalement un projet et qu'on s'embarque tous sur ce projet-là. Un projet davantage collectif à ce moment-là. C'est ça, oui, oui, absolument. Pour Les dire meilleurs, les passionnés, ça prend du monde passionné qui ont le goût d'être des porteurs de ballons. Parce que porter une aventure comme ça demande de l'énergie et ça demande beaucoup de vision également et beaucoup de qualité sur le plan intellectuel et sur le plan de l'organisation. C'est une grosse machine. On fait un musée international, un centre international de la photo. C'est sûr, c'est quelque chose qui ne se fait pas en 6 mois, hein, on s'entend, c'est quelque chose c'est un projet d'assez longue haleine, mais peut-être qu'on est rendu présentement avec une société qui, au niveau culturel, est prête à aller un peu plus loin. Peut-être qu'on a assez d'histoires pour y arriver. J'ai envie d'y croire, ça c'est sûr. Ah, moi j'y crois beaucoup. Je crois que le site et je crois que le besoin, le site est là, les besoins sont là, et je pense que la réception collective du public et des professionnels, elle est là. Comme je le disais tantôt, on fait quoi avec le fonds de Gabor Silasi, Serge Clément, Jean Lauzon, Normand Rajotte, Beaugrand Champagne, nommez-les tous, ces gens qui ont travaillé dans les années 50, 60, 70, 50, 60, 70, 80, là. Hein, ça s'en va où, ces images? Qui les conserve? Les Archives nationales du Québec à Montréal? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont des équipements de personnel pour le faire. Est-ce que c'est dans leur vocation de ramasser des fonds de photos de 100 000 images? Parce que travailler en photo, là, on n'est pas en peinture ni en sculpture. Là. Les corpus, ce n'est pas 700 œuvres, comme on peut en évaluer pour des artistes peintres ou sculpteurs. Quand on entre dans un studio de photo, là, on est dans 100 000 images ou 200 000 images et il faut traiter ça, finalement. Là-dedans, il y a toutes sortes de choses. Il y a du portrait pour 80 90 de la production pour les grands studios, mais il y a aussi du photoreportage, il y a de la scène de genre, il y a du cliché d'actualité, il y a toutes sortes de choses, finalement, qu'on retrouve dans ces corpus-là. Alors, qui va ramasser ça? Qui va classer ça? Qui va les conserver, finalement? Sur le plan de la généalogie, c'est certain que là, ça relève plus des dépôts d'archives. Mais plusieurs photos. J'ai un ami à Québec qui s'appelle Ghislain Paquette. Il a acheté le fonds de photos du journal, des journaux de Québec. Ça s'appelle Photo Moderne. Il a acheté 1 million de photos. Il y a tout là-dedans, le Québec, des années 30 à 70, 80. 1 million de photos. Il en sort régulièrement sur Facebook des photos reportages. Pierre Bourgault, par exemple, qui vient à Québec à une conférence, ou encore un chanteur français, Edith Piaf, qui passe par Québec, et puis qui se donne en spectacle à différents endroits. Elle accorde des conférences de presse. Il y a un dossier là-dessus. Il y a des dossiers sur tout ce qui s'est passé dans la capitale nationale au cours des 70 années de 1930 à 1980. 30-80, bon, ça fait peut-être 50 ans. Alors, c'est immense, son fond. Et il y a des images, il y a non seulement des images, c'est tous des grands formats, des moyens formats, pardon, 5 par 7 à peu près.
mais il possède aussi beaucoup d'images en panorama des circuits qui arrivent dans les années 40 et où on fait des panoramas. Alors, il y a des rouleaux de panoramas qui nous présentent les chantiers maritimes à Lauson, les plages de Québec, la plage de l'Anse-au-Foulon, etc. Il y a la documentation de Québec. Il a offert son fonds aux Archives nationales à Québec. Ils ont pensé d'en acheter quelques copies pour certaines images. Il l'a offert à la Ville de Québec, qui compte son histoire. Mais ils ne veulent pas débourser d'argent encore sur ces projets-là. C'est parce qu'on n'est pas encore habitué à traiter des fonds de photographes ou des fonds de studios de photographie. Et les studios de photographie, ils faisaient tout. À une époque, il n'y avait pas de photographes attitrés à des journaux. C'était des associations, des compagnies comme Photo Moderne qui fournissaient à l'Action catholique, au Soleil, au Daily Telegraph, etc. Alors, il a ajouté bien sûr des fonds de journaux régionaux, qui est de Sainte-Foy, de Sillery, et d'ailleurs, finalement, pour garnir. L'époque à laquelle il n'y avait pas de spécialisation, de ce qu'on comprend, Michel. Non, mais il y avait des photographes qui étaient au service de la presse et qui couvraient tous types d'événements. Une funéraille en hiver d'un juge ou encore d'un ministre sur la Grande Allée à Québec, 3, 4, 5, 10 images, etc. Alors, c'est d'une richesse incroyable. Moi, quand je les vois comme historien, je me dis, je peux raconter l'histoire. Je pourrais vous raconter, quand je regarde maintenant, comment on raconte l'histoire. Sur TV5 Monde, ils nous racontent l'histoire là, tous les lundis soirs, puis à tous les jeudis soirs, ils nous racontent l'histoire avec des émissions qui sont consacrées au passé de la France ou encore à la découverte de certaines régions de la France. Et tout se fait par l'image. C'est les images qu'ils font ou les anciennes dans lesquelles ils puisent, avec lesquelles ils réalisent des heures fabuleuses à TV5 Monde. D'ailleurs, cette station de télévision a des leçons à nous donner sur le plan de la télévision pour nous présenter de nouvelles façons le passé, l'histoire, bien sûr, et essentiellement par l'image. Bien sûr, l'image prise du haut des airs, avec des hélicoptères, avec des drones, etc., etc. C'est fabuleux, c'est ce qu'ils nous font finalement sur TV5 Monde. Alors, mon centre de la photographie, là, il est ouvert à tous ces élans-là pour synthétiser, au fond, la pratique dans toute l'histoire du Québec, mais également la photographie qui se fait et la photographie qui se continue. Voilà. Aujourd'hui. Michel, tu as connu, tu as regardé en profondeur l'histoire de la photographie depuis les tout débuts, depuis avant même le daguerréotype, même si on sait que c'est beaucoup à partir de daguerréotype où tout explose. Tu as regardé tout ce qui s'est vécu ici au Québec et ailleurs. Tu as une connaissance en profondeur de tout ça. La démocratisation de la photographie aujourd'hui, dans un contexte où tout le monde fait une photographie, on prend un téléphone cellulaire, on fait une photo. Il y a beaucoup d'images qui existent. Est-ce que tu considères que cette démocratisation-là est un plus ou un moins pour la photographie? Moi, je pense que c'était un plus. À un moment donné, j'ai eu un appel de la mairesse de Sainte-Foy en 1998-99. Je la connaissais depuis plusieurs années, plusieurs décennies, finalement. Elle m'appelle, elle dit, Monsieur Lessard, elle me dit, on ferme la ville de Sainte-Foy en 2002, 1er janvier. Elle dit, j'aimerais que vous me produisiez une histoire de la photographie pas une histoire de la photographie, mais une histoire de Sainte-Foy. Alors, comment traiter une ville qui s'est développée en 1940, c'est un petit village de 2500 habitants. En 2000, c'était une ville d'environ 60 000 à 70 000 habitants, je pense. Je donne des chiffres à part. Alors, comment traiter l'histoire d'une ville dans un ouvrage accessible au grand public? Parce qu'au fond, elle voulait le remettre à ses commettants, à ses citoyens. Alors, finalement, j'ai trouvé un gars à Québec, un médecin, qui faisait de la photo depuis les années 50, depuis son mariage, jusqu'en l'an 2000. Il est mort 2 semaines avant le lancement du livre. Il est mort 2 semaines, il est mort au début de décembre 2001.
Et le livre est sorti vers la mi-décembre 2001. La ville fermait le 1er janvier en 2002. Et il y avait un fond d'image personnelle exceptionnel. Il a tout photographié, les mouvements de sa famille, de ses 3 filles. Il s'est promené à travers le Québec, il est allé en Europe, il a visité les barrages de la Manique, il était à Terre des Hommes, il rentrait avec sa peine de Noël. Il y en a une qui était nommée cheftaine chez les scouts. Tout y passait finalement dans son corpus de fait. Il y avait des milliers d'images. Et moi, je sais que quand tu traites d'un sujet, si tu peux le rassembler autour d'une personne, au lieu d'étudier toutes les cellules du corps humain, tu as juste à en étudier une de façon approfondie et tu vas comprendre tout le mécanisme de la cellule. Alors, quand je suis arrivé chez ce docteur, finalement, c'est dommage, j'oublie son nom, finalement, et qui m'a montré, il y avait une piscine dans sa cour, il accueillait des enfants, il y avait des grands barbecues, maison des années 50. Il est encore dedans en 2000, en 2001, oui, c'est ça. Alors, j'ai travaillé avec lui, j'ai fait un livre, il faut que vous trouviez mon livre sur Sainte-Foy. On en a tiré 6000 copies. C'est un livre à 100 $ de la copie. La mairesse de Sainte-Foy, j'étais avec elle, l'a donné à ses commettants un dimanche après-midi. Les gens faisaient la queue. Je ne vous dirai pas le nom parce que vous ne me croirez pas. Mais j'avais 2 collaborateurs, finalement, que j'avais engagés parce qu'il y a un type de cuisine que je ne voulais pas faire là-dedans. Mais on a produit un très beau livre sur la ville de Sainte-Foy. C'est une monographie de ville urbaine exceptionnelle. Essayez de la trouver. Allez sur le réseau là, où on vend des livres, finalement, et essayez de vous trouver ça, parce que vous allez trouver ça peut-être à 40-50 $. C'est un ouvrage extraordinaire. La couverture d'une ville avec de la photo d'amateur. Hein? Le docteur en question, il était un amateur photographe, mais un très bon amateur photographe. Alors, quand vous me parlez de la photographie populaire, la popularité de la photographie, tout le monde maintenant est un photographe. Tout le monde a des albums, tout le monde a des fonds de photos, puis tout le monde les transfère sur leur ordinateur, puis etc., puis c'est bien classé, etc. Alors, bien sûr que ça va aider. Et bien sûr que si vous présentez une exposition sur Adjet au Centre international, les photographes finalement du début 20e à Paris, ou si vous présentez un photographe contemporain, comme Horst par exemple, un photographe de mode ou un autre, c'est certain qu'il y a un intérêt collectif. Mais tout ça est aussi lié à la vente. Comment on se vend, comment on vend une exposition, comment on en fait la promotion, comment les médias embarquent et nous écoutent, etc. Alors, c'est lié toujours à la qualité des présentations et des projets que vous développez, bien sûr. Mais tout ça, c'est un package, ça va tout ensemble, finalement. En matière de conservation des images présentes aujourd'hui, parce que quand on regarde un peu ça, on se retrouve, on a des livres. Moi, je suis amoureux du livre photographique, c'est clair. Là. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de pouvoir conserver les images, de pouvoir les organiser, les synthétiser. Mais on a beaucoup d'images qui, aujourd'hui, ne sont que numériques, n'existent que de façon numérique. Il y a des livres numériques de plus en plus. L'avenir de tout ça, comment vous le voyez, versus l'avenir du papier? Parce que les procédés changent. Le type de saisie ou de machine d'ordinateur change, finalement. Je ne peux pas répondre à cette question-là sur la conservation des photographies en numérique. Mais moi, j'ai des photos. Moi, j'ai une collection de photos, bien sûr, j'en ai pas loin peut-être de 125 000, quelque chose comme ça, que j'ai fait parce que j'ai travaillé à l'ONF à faire des films. J'ai fait une 50aine de films, je me suis promené à travers le Québec avec des budgets comme on n'en donne plus à personne. Et je travaillais avec des cinéastes comme Jean-Claude Labrec, François Brault, Jean-Pierre Lefebvre, et puis d'autres avec qui j'ai fait des choses en cinéma. Et j'avais toujours des Kodak dans le cou, des appareils photo. Bon. Moi, j'étais vendu à Asahi Pentax, à Pentax. J'ai toujours eu des Pentax, jusqu'au 4x5, finalement, le dernier, que j'ai acheté, mais ça a changé en numérique dans l'année qui a suivi, vraiment. Je suis resté collé avec mon équipement, finalement. Mais j'ai des images qui sont toutes très, très bien conservées.
mes diapositives, mais je les ai toujours gardées dans des classeurs, dans des pochettes sans acide, et dans un lieu à température et humidité contrôlée, etc., etc. Mes images sont encore d'une très grande qualité. Je pourrais les utiliser sans les travailler là, au niveau de la couleur, sans repomper les couleurs, encore aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui se gardent. Mais je ne peux pas rassurer personne sur qu'est-ce que ça va être dans 25 ans ou qu'est-ce qu'on va faire avec les fonds qu'on a numérisés, finalement, soit au McCord ou aux Archives nationales, etc. Alors, comment ça vieillit, ces affaires-là? Je ne peux pas en parler, je ne le sais pas. Alors, on ne sait pas si on peut considérer que la mémoire de ces images-là, si elle demeure numérique, si c'est la meilleure des choses, puis on ne sait pas non plus si le futur de la photographie demeure numérique, ou si... Moi, quand j'ai fait devrait demeurer papier. J'ai fait plusieurs expositions en photographie, au Musée des Beaux-Arts du Québec en particulier, mais ailleurs, dans plusieurs autres lieux. J'ai toujours mis les photos originales dans un cabinet avec un très faible éclairage. Et, en règle générale, j'essayais de retrouver les négatifs originaux, qui étaient souvent sur plaque de verre, et de faire des grands tirages, 15 par 20, que je mettais finalement devant le cabinet en question, où j'avais mes petites images. Bon. Et je retrouvais souvent, Normand Rajotte et puis Michel Campeau ont travaillé pour moi dans ce domaine-là. Ils avaient acheté un agrandisseur, ils doivent savoir encore dans leur atelier, qui pouvait prendre leur négatif 11 par 14, des plaques de verre, parce qu'on a utilisé des chambres qui avaient des négatifs 11 par 14 pour faire des images, chez l'Hivernois en particulier. Alors, on a des négatifs aux Archives nationales qui sont des négatifs 11 par 14. Mais moi, je voulais les agrandir. Alors, à l'époque, Normand Rajotte et puis Campeau, ils ont acheté un agrandisseur, parce qu'ils ont trouvé ça, un agrandisseur qui pouvait recevoir des négatifs 11 par 14. Puis ils m'ont fait des beaux tirages sur du papier Brovira d'Agfa, qui est un papier solide qui dure 100 ans de garantie, d'une très grande qualité, d'une belle chaleur également. Oui, un papier qui manque aux photographes argentiques comme moi, là, qui l'a connu à une époque. C'était un papier d'exception, ça, le Brovira. Brovira d'Agfa, c'est extraordinaire comme papier. Bien, au Musée des Beaux-Arts du Québec, ils conservent les originaux de l'Hivernois, mais ils conservent les tirages que Campeau et Rajotte ont fait finalement de ces expositions que j'ai faites à l'époque. J'ai fait une exposition aussi, à un moment donné, avec les cartes stéréo en 3D, là, tu sais, les images pairées que tu regardais avec une visionneuse à partir de 1851. Ça a été inventé en 1850-51, ça, la vue stéréoscopique. Alors, j'ai fait un livre, dans mon livre sur Québec, je reproduis beaucoup d'images stéréoscopiques et je les reproduis dans un système anaglyphe de telle manière que tu peux les regarder. Il y a une paire de lunettes à la fin du livre, et puis tu peux remettre tes lunettes rouges et vertes, puis tu peux les voir en 3D dans le livre. Chaque page liminaire de chapitre, c'est une image stéréo. Et j'ai combiné des images stéréo d'un même site pour développer des panoramiques sur 4 pages, 3 pages de livres, finalement. Des images qui n'ont jamais existé, mais avec des images qui ont été faites le même jour ou par le même photographe dans la même année, du même endroit. On a combiné ces images-là pour faire des panoramiques de Québec que personne n'a jamais vu. Il faut voir mon livre sur Québec. Ça aussi, c'est un livre qui est en vente à moitié prix présentement. 59$ au lieu de 125$ aux éditions de l'Homme. Ça s'appelle Québec éternel. Ah, ben oui. Ça, je pense que c'est un livre qui manque. Ça, un cadeau. C'est toute l'histoire de la photographie à Québec qui y passe, finalement. Alors, il y a une partie, bien sûr, qui traite de la ville sur toutes les facettes. Puis à la fin, c'est toute l'histoire technique, commerciale, idéologique de la photographie, finalement, qui est en complément. Et ça, c'est des éléments qui ont été tirés de une présentation des photographes, qui ont été tirés de ma thèse de doctorat, finalement. Ma thèse de doctorat, c'est 4 gros livres de 700 pages. Ils sont ici en arrière de moi, finalement. Là, je ne sais pas, je ne me vois pas.
Et ils sont ici, là, tout reliés, ici au-dessus de ma tête, finalement. Michel, Alors, à t'entendre parler, nous parler comme ça, il y a une évidence qui est là, c'est que tu es profondément amoureux de la photographie, de moi, l'histoire de j'adore la la photographie. Comme Et je vous l'ai dit profondément tantôt, amoureux des photographes aussi. oui, j'adore les photographes. J'en ai fait de la photo et j'ai travaillé à faire des livres très illustrés aux éditions de l'Homme. Là, je vous parle de 2 livres, mais je n'ai fait une vingtaine de gros livres aux éditions de l'Homme. J'en ai fait un, entre autres, sur les objets anciens, qui fait 1100 pages. Ça s'appelle La Nouvelle Encyclopédie des Antiquités du Québec. Et j'ai travaillé avec 5-6 photographes à travers le Québec. On a fait à l'époque, c'était pas le numérique. Il fallait faire un petit studio dans les maisons, déplacer le lit, les meubles, etc. Monter le setup d'éclairage, faire des tests pour avoir finalement le bon éclairage. Puis après ça, faire le tirage final de l'image en question. Alors, c'était pas aussi facile que ça l'est aujourd'hui quand on travaille en numérique, finalement. Alors, j'ai travaillé avec des photographes extraordinaires dans ma vie, finalement, qui ont fait des prouesses extraordinaires pour réaliser des livres extraordinaires, finalement. Alors, voilà. Bien, Michel, un grand merci pour ta présence avec nous ce soir. Puis, J'espère que vous êtes convaincu. j'ai été un peu vendu, j'admets. Et je tiens aussi à dire un gros merci à Jean Lauzon qui avait établi le contact entre toi et nous. Moi, je veux remercier ma belle compagne, France Rémillard, qui a monté tout le petit studio ici pour vous présenter notre discours. Et France, c'est une restauratrice d'objets et d'œuvres d'art, finalement, au Centre de conservation du Québec. Elle a passé 30 ans de sa vie à restaurer des objets. Alors, c'est une chimiste de formation. Elle a fait ses beaux-arts à Concordia, une maîtrise en Art Conservation à Queen et un stage à l'Institut royal de Bruxelles. Elle a fondé un cours à la Sorbonne, puis elle a suivi des cours de microchimie à New York et à Chicago. Je l'accompagnais avec les spécialistes en chimie qui ont inventé la criminalistique. Alors, c'est une grande spécialiste de la connaissance de la conservation, finalement, des objets nature, finalement, là. Pas de numérique. Bien, on la remercie de son apport. François Guétan, est-ce qu'on a un mot de la fin pour ce soir? Moi, je vais juste donner les résultats de sondage qu'on a fait parce que, tu sais, comme chaque fois qu'on fait les jeudis de la photographie, on fait un petit sondage. Puis cette semaine, il y avait 3 petites questions qu'on posait à nos participants. La première, c'est croyez-vous qu'il y a encore de la place pour des magazines papier? Donc, 89 ont répondu oui et non, 11 ont répondu non, l'avenir est au numérique. Deuxième question, c'est êtes-vous abonné à des magazines en ligne seulement? Fait qu'on ne parle pas ici de magazine papier qu'on reçoit à la maison, mais vraiment un magazine en ligne. Fait que ça m'étonne. Il y a juste 11 qui sont abonnés, 84 qui ne sont pas abonnés. D'ailleurs, moi, je vais juste faire une note. On parle beaucoup de la culture au Québec, puis j'en ai déjà parlé dans les jeudis de la photographie, mais avec la Bibliothèque nationale du Québec, quand on a un abonnement en ligne, on a accès à un paquet de magazines photos en ligne sur son iPad. Fait que ça, c'est vraiment intéressant là, pour les photographes. Il y a Aperture, National Geographic, puis il y a tous les autres magazines. Mais malheureusement, il n'y a pas de magazine québécois là, vraiment dessus. Puis on vient d'en perdre un beau magazine québécois, c'est un petit peu triste. La troisième question qu'on posait, c'est vous préférez des livres format papier ou du genre e-book? Et 95 disent papier. Et il y a un petit 5 qui dit un agréable mélange des deux. Fait que peut-être, M. Lessard, vous avez un petit mot à dire par rapport à ça, les magazines Oui, papier? bien, je pense que le numérique va faire des conquêtes, je pense, extra. Moi, j'ai un grand écran avec mon ordinateur, là, je ne sais pas, 4-5 fois l'écran normal sur un, un portable Apple. Et je regarde les images qui me rentrent finalement quand je navigue sur Facebook.
C'est d'une beauté incroyable. Un écran de très grande qualité. Et par contre, je suis un amateur de livres, mais le constat que je fais, et de revues aussi, là, je suis abonné à un certain nombre de magazines, dont Paris Match encore, mais je ne me rabonnerai pas, j'ai laissé ça pour un an. Ça coûte 250 l'abonnement annuel. Oui, mais vous pouvez Et, l'avoir gratuitement avec la Bibliothèque nationale. sans doute, sans doute, ça c'est bon, je ne le savais Je pas. vous le dis, Mais ouais. France, ma compagne, elle fait venir beaucoup de romans de la Bibliothèque nationale et elle lit beaucoup de livres en numérique, mais elle achète aussi beaucoup de romans. Mais moi, je me rends compte que l'ouvrage en papier ne sera jamais remplacé par quoi que ce soit. Tu peux y revenir, tu peux contempler longtemps, de toucher le papier, d'ouvrir tes pages. Il y a quelque chose de sensuel à feuilleter un livre ou un magazine que tu ne retrouves pas avec le numérique, qui est relativement froid à cause de la distance, et etc. L'odeur Et aussi. je me rends compte que le livre, tu le feuillettes une fois, ou deux fois, ou trois fois, puis tu le ranges dans ta bibliothèque. Donc, finalement, tu vas peut-être le ressortir une fois de temps en temps, mais pas souvent. Moi-même, les livres que je fais, je ne les sors pas souvent, presque jamais finalement. De toute façon, tu veux toujours les oublier parce qu'aussitôt que tu l'as fait, il est déjà dépassé parce que tu as appris plus d'affaires. Ça a pris un an et demi pour le faire. Il y a des affaires qui sont caduques. Tu as le goût d'en refaire un autre finalement. Alors, je pense que le numérique, là, avec les images surrounding, il y a des images maintenant, là, ils en ont fait un. Allez voir la maison Alphonse Desjardins à Lévis. Ils ont fait venir quelqu'un qui a fait mon ami Denis Tremblay. Denis Tremblay, c'est un photographe de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a travaillé pour Bill Gates à l'encyclopédie Encarta. Il a fait tous les grands monuments du monde en Égypte, en France, etc., en Allemagne. Et il a photographié les bâtiments en 3D. C'est-à-dire que tu te promènes en 3D dans les bâtiments, puis tu bouges ta caméra, puis tu peux t'avancer finalement vers le devant de l'église, regarder le tabernacle. Tu peux ouvrir la porte du tabernacle et puis regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis tu peux ensuite te retourner de bord, puis regarder l'orgue en arrière de l'église, etc. Tout ça en 3D, tu te promènes ça s'appelle surrounding. C'est une image 3D où tu navigues finalement dans l'édifice en question. Tu peux commencer par l'extérieur, tu fais le tour de l'église, tu regardes le clocher, le coq, les cloches, etc. Tu rouvres la porte, tu rentres, puis là, tu peux avoir un panorama extérieur. Puis là, tu peux te tourner de chaque côté, il y a un tableau qui t'intéresse sur le côté gauche, et tu peux t'approcher puis le regarder. Il y a un détail, la chair dans l'église, tu y vas, etc. C'est extraordinaire, finalement. Alors, ce qui s'en vient au niveau technologique, au niveau de la prise de vue, c'est extraordinaire, finalement, sur l'ordinateur. Alors, quand tu as un grand écran comme j'en ai un, c'est fou. Alors, allez voir la maison Alphonse Desjardins à Lévis. Ils viennent de mettre en ligne cette façon de procéder dans leur maison qui a été construite par Alphonse Desjardins, le fondateur du mouvement Desjardins, à Lévis, finalement. C'est une maison historique classée. Alors, ils ont utilisé cette technologie. J'ai découvert ça hier ou avant-hier. C'est fantastique. Alors, Monsieur Lessard, le temps est terminé. Malheureusement, notre épisode est terminé pour ce mois-ci. Je vous remercie. c'est bien. Alors, salut à tout le monde. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Énormément, personnellement, c'était vraiment intéressant. Puis j'ai eu la chance de vous parler un petit peu aussi cette semaine. Là. C'était vraiment, vraiment captivant d'avoir une conversation avec vous. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis merci pour toute votre passion que vous avez su nous communiquer. Je trouve ça vraiment beau. Merci. OK. Ben, merci beaucoup, Gaétan, Daniel. On se retrouve le mois prochain. On va annoncer plus tard, ça va être qui l'invité, je pense. Le 4 mars, c'est déjà fait. Tu ne m'écoutais pas. J'ai de la misère. On n'écoute jamais. Excuse-moi. Là. Le mois prochain, le 4 mars, on a Bertrand Carrière. Ah, Bertrand Carrière, c'est vrai. Notre invité. En photographe. Alors, très heureux. Bon, ben, ça va être notre invité. Alors, ben, je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir participé, d'avoir assisté à notre émission. N'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, de nous les envoyer, des commentaires, des insultes, des mises en demeure, n'importe quoi. On est ouvert à tout. Et n'oubliez pas surtout d'aller visiter, si ce n'est pas déjà fait, notre groupe Facebook des Jeudis de la photographie. Exactement. L'épisode qui est enregistré ce soir va être sur la page Facebook et aussi sur la page YouTube là, des Jeudis de la photographie.
Alors, merci à tout le monde, puis bonne soirée. Merci, M. Lessard. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Salut bien.